Avec aujourd'hui notre invité politique Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Les voleurs de la République, c'est cette enquête sur les parasites fiscaux chez Fayard. On en parlera tout à l'heure. L'actualité, elle est très riche ce matin. Il y a notamment les suites de l'affaire Leonarda. François Hollande a tranché samedi, si j'ose dire, puisqu'il a décidé de proposer à Leonarda de rentrer seule en France pour poursuivre sa scolarité, s'il en fait la demande. Elle a refusé dans la foulée, tout en expliquant que la loi avait été parfaitement respectée dans l'expulsion de Leonarda et de sa famille. Est-ce que finalement la position de François Hollande, c'était pas la position la plus juste ? Non, elle est complètement ridicule. C'est dramatique de voir le président de la République dire oui et non dans la même phrase. Voilà, quand on est président de la République, on trace un cap, on respecte les lois, ou alors on change la loi. D'ailleurs, entre nous, c'est la loi qu'il faut changer, c'est l'organisation du contrôle des frontières. Enfin, tout est à revoir. Et on peut faire preuve d'humanité ? Mais c'est pas de l'humanité de séparer une jeune de sa famille. C'est n'importe quoi. Le père, c'est pas il n'est pas forcément très bien pour sa fille. Non, hein. Ça, on est d'accord. On croit le rapport. Attendez, cette famille a été 5 fois déboutée par la justice. Point. Cette jeune fille a eu un absentéisme scolaire considérable. Le père a été pris en train de voler. Les Français ont assuré la subsistance de cette famille pendant 4 ans. Moi, je trouve que c'est une insulte à tous les étrangers qui respectent nos lois et qui sont réguliers, que de voir l'appareil d'État et le président de la République se mobiliser comme ça sous le coup de l'émotion. Car l'émotion n'est jamais bonne conseillère quand on est chef d'État. C'est la dictature de l'émotion ? C'est la dictature de l'instant, du zapping. On attend du chef de l'État qu'il trace un cap pour la France. Or, il n'y en a pas. Voilà, c'est mais quand il y a des lycéens dans la rue. Mais attendez, il faut bien aussi répondre. C'est pas parce qu'il y a 2 lycées parisiens qui manifestent dans la rue la veille des vacances scolaires, manipulés par l'extrême gauche, que le président de la République doit dire n'importe quoi à la télévision. Il y a un moment, ça suffit. Vous dites qu'il faut revoir la loi. Ça veut dire quoi ? Cela veut dire que les traitements des demandeurs d'asile durent trop longtemps en France. En Allemagne, ils sont assignés à résidence. Et la décision est prise dans les 2 mois. C'est ce que je propose depuis des années. Ouais, ils étaient en France depuis des années. Hein. Depuis des années. Par ailleurs, il faut bien un jour ou l'autre rétablir en France un contrôle à nos frontières nationales pour éviter d'avoir à traiter en aval ce type de situation humainement très douloureuse. Si on avait nos frontières, eh bien on aurait fait comme la plupart des pays du monde. La famille Leonarda aurait été contrôlée, on l'aurait refusé ou on l'aurait accepté. Quand il y avait des frontières, il y a toujours eu de l'immigration. On peut pas ériger des murs. Attendez, une frontière, c'est pas un mur. Une frontière, c'est un filtre. Je ne vois pas pourquoi des pays comme le Maroc, la Tunisie, tous les pays du monde, Israël, les États-Unis, tous les pays les États-Unis ont le contrôle ils ont de des leurs problèmes frontières. d'immigration aussi, bien évidemment, mexicaine notamment. Mais bien évidemment. Simplement, c'est quand même la moindre des choses que les gouvernements français, au nom du peuple, décident qui a le droit de rentrer et de sortir. Mais les frontières sont européennes. Mais elles ne marchent pas, c'est une anarchie générale. Donc, on voit bien qu'on a mis en place un système. On a supprimé les frontières nationales. On n'a plus aucun contrôle, si je peux finir juste ma phrase. On a mis des frontières européennes qui ne marchent pas. Pour une raison très simple. Vous savez pourquoi ? Pourquoi elles ne marchent pas ? C'est parce que l'Italie et la Grèce, par exemple, ou même l'Espagne, savent très bien qu'ils n'ont pas besoin de contrôler la frontière italienne ou espagnole, puisque les migrants vont aller dans les pays les plus riches, ou du moins les prestations sociales sont données le plus facilement, c'est-à-dire la France. Et il y a un moment, quand on a cette situation de chômage, quand on a cette situation de l'école publique qui n'assimile plus, quand on a à intégrer déjà ceux qui sont sur notre sol, je crois que la raison, c'est d'intégrer, d'assimiler les étrangers qui sont sur notre sol et de bloquer au maximum l'immigration. C'est du bon sens. Et on ne le fait pas. Ce faisant, on alimente des haines, des rejets, c'est l'anarchie sans frontières, donc c'est la misère sans frontières, et ça peut pas continuer comme ça, c'est tout. Pourquoi on a inventé la frontière ? Pour contrôler. En attendant, il y a des familles comme celle de Leonarda en France dont les enfants sont scolarisés. Certains à gauche font la proposition suivante: lorsque l'enfant est scolarisé, on laisse la famille tranquille le temps de la fin de la scolarité, ce qu'on aurait pu faire avec la famille de Leonarda. Qu'on laisse finir peut-être le trimestre, et encore. Si on fait ça, on aura un appel d'air considérable. Parce qu'on s'honore dans notre pays, on le s'honore, donc on s'honore d'accueillir à l'école les enfants, même d'irréguliers. On a raison de le faire. On a raison de le faire. On va pas laisser. On a raison de le faire. Mais à ce moment-là, qu'on n'en fasse pas un appel d'air.
Parce que c'est sans fin. Mais c'est pas ambigu cette position, parce que finalement, on accepte à l'école qui est un lieu d'intégration, et puis finalement, à un moment donné, ça s'arrête, alors que on est tous là à militer pour l'intégration des immigrés qui sont sur notre sol, pour qu'ils puissent respecter la France, ses lois, etc. Attendez. Il faut maîtriser les flux migratoires. Moi, je sais pas, chez vous, vous avez une porte à l'entrée de votre appartement ou de votre maison. Et on peut pas continuer comme ça. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans notre pays? Moi, je suis élu de banlieue, j'ai un taux de chômage considérable chez des jeunes, d'ailleurs, issus de l'immigration, qui sont français, qui ont été à l'école, et parallèlement sur le parking du supermarché, je citerai pas la marque, tous les matins, j'ai ce que j'appelle les marchands d'esclaves. C'est-à-dire des camionnettes qui arrivent avec des ouvriers non déclarés, non réguliers, qui sont de tous les pays d'Europe. Il faut lutter contre qui alors, là? Les marchands d'esclaves ou qui les a immigrés? voté les lois? Ce sont une classe politique, et c'est pour ça que j'ai quitté l'UMP, qui, à un moment donné, a voté des lois totalement irréalistes. On a aboli toutes les frontières au sein de l'Union européenne. On a 300 000 salariés low cost, 300 000, qui sont en train de ruiner nos entreprises du bâtiment. On a une immigration non contrôlée. On est en train d'alimenter une bombe en France. Donc, est-ce que, à un moment, on peut pas dépassionner ce sujet et se dire, voilà, il y a tant d'immigrés qui peuvent rentrer chaque année, on fixe définitivement un quota, et puis on recontrôle nos frontières. Tous les pays du monde font ça, sauf l'Union européenne. Et on voit bien ce qui se passe dans l'Union européenne, quand même. Alors, l'autre sujet politique qui agitait les grandes gueules, notamment ce matin, c'est la primaire socialiste à Marseille. Ça a été assez explosif, mouvementé. Il y a un vainqueur, Monsieur Minucci. Comment regardez-vous ça? Vous dites c'est bien, c'est un exercice démocratique, la primaire? Je suis très sceptique. Enfin, au moins les socialistes ont une élection qui gagne. Parce qu'ils sont entre eux. Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi pas? Maintenant, je vais pas commenter tout cela. Ça amuse la galerie. Voilà, on verra. Ouais. Quel est le projet qu'ils ont pour Marseille? Qu'est-ce qu'ils font? Et le gouvernement a quand même quasiment tous les pouvoirs. Il n'a pas la ville de Marseille, mais enfin, il a la région, il a l'État. Le département. On parle de l'insécurité, par exemple. Là aussi, Madame Taubira est en train de nous préparer un projet de loi absolument délirant, mais absolument délirant. On va libérer les gens, les voyous, qui ont jusqu'à 5 ans de prison. Madame Dati avait fait elle avait fait 2 ans. C'est pas ça. Bon, le juge aura le dernier mot. Donc si le juge estime que la personne ne va pas être libérée, elle sera pas libérée. Oui, c'est bien ça qui nous inquiète et qui inquiète tous les Français. Ils ont très bien compris. Parce que déjà, Monsieur Sarkozy avait fait des paroles de fermeté, et puis il avait fait voter la loi précédente, Dati, jusqu'à 2 ans de prison. Les aménagements de peine. Aménagement de peine quasiment systématique. Ça veut dire que des délinquants punis à 2 ans, ce qui est déjà sévère en France, parce que faut avoir fait des choses graves pour avoir 2 ans, eh bien, sont dans la rue. Eh bien, Madame Taubira, elle va remettre une couche, 5 ans. Si on fait ça, ça sera la jungle comme jamais. Donc, ça fera monter la délinquance? Bien évidemment. Tous les policiers vous le diront. Je suis maire de banlieue, je sais de quoi je parle. Quand vous avez des trafiquants de drogue qui sont condamnés à 2 ans et qui sont en peine alternative avec un faux bracelet et qui dealent de chez eux, ça suffit. Et on va passer à 5 ans maintenant. Mais on dit que la prison est criminogène. On dit que la prison, c'est pas forcément la solution pour tous les délinquants qui en mettent. Les délinquants en liberté qui menacent les témoins, qui menacent les familles dans les quartiers, moi j'en veux pas. Et je propose qu'on fasse comme dans d'autres pays. Là aussi, moi j'ai rien inventé. En Angleterre, il y a 20 000 places de plus de prison. Il y a des prisons spécialisées. On met pas un jeune délinquant, primo-délinquant, dans la même prison qu'un autre. Bien sûr, il y a des dispositifs de sortie. Mais en revanche, arrêtons cette idée fausse qui consiste à libérer les délinquants, condamnés à des peines graves, et à les remettre en liberté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Et peut-être que derrière ce projet, il y a aussi peut-être l'idée de vider un peu les prisons, parce qu'on ne sait plus où mettre les délinquants. Donc il faut construire davantage. Oui, il faut les budgets pour. Oui, il y a 65 000 places de prison en France, un peu moins. En Angleterre, il y en a 85 000. J'ai proposé une mesure pas coûteuse, qu'on utilise les casernes désaffectées pour des établissements pour les primo-délinquants. Il est fondamental qu'un primo-délinquant, c'est-à-dire la première acte de délinquance, comme en Angleterre, même une agression sur personne, eh bien, il y ait tout de suite une peine, une première. Et on éviterait à beaucoup de jeunes de partir dans ces actes successifs de délinquance où ils montent d'un plancher. Pourquoi on met pas en place ce type de système, puisque ça fait demander au longtemps. Gouvernement. Non, mais ça fait longtemps. Vous dites Sarkozy l'a pas fait, Taubira le fait pas. Parce qu'il y a l'idéologie dont vous me parliez. Et vous faisiez l'avocat du diable, je n'en doute pas, qui est qu'on fait croire en France, qu'on répète en boucle depuis des années que la prison est criminogène. Ah bah ça, les spécialistes se disent, c'est vrai. Ils disent que souvent certains petits délinquants ressortent encore plus méchants qu'avant. Parce qu'on les met dans n'importe quelle prison.
Bien sûr. Mais en revanche... C'est l'école du crime, la prison. Ça dépend. Il y a eu des études faites dans tous les pays du monde, là aussi aux États-Unis, qui ont très bien montré qu'une prison adaptée est la meilleure réponse. En tout cas, mieux que la liberté. Parce que moi, j'ai dans mes quartiers des voyous qui menacent, qui en sont avec leur 45e délit et qui sont remis en liberté par les juges. Alors, 45e délit, ils sont remis en liberté. Oui, j'ai des exemples. Oui. Et vous le savez très bien d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. 45 délits. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais oui, parce que ce sont des petits délits. Et on nous répète toujours la même chose, notamment pour les mineurs, en dessous de 18 ans. Les juges, quand vous interrogez, ils expliquent que cet exemple-là, c'est du fantasme. Ça n'existe pas dans la réalité. Regardez ceux qui ont agressé le pauvre qui est mort à Nice. Regardez le nombre de délits, il n'en avait pas 45, mais il en avait bien 17 ou 18. Regardez récemment encore une agression, je crois que c'est dans les Alpes-Maritimes, très grave. La personne avait été condamnée pour torture et acte de barbarie à 29 ans. Elle était libre au bout de 14 ans. Donc il y a un moment, faut arrêter. Et là, ça sert à rien de faire des primaires entre Madame Galli et Monsieur Menucci si Madame Taubira fait voter sa loi. Et est-ce qu'un jour on va traiter les problèmes des Français à la cause ? C'est tout. Nicolas Dupont-Aignan, avec son livre sur les parasites fiscaux, est-ce qu'on a progressé en la matière? Pas si sûr, sur la lutte contre l'évasion fiscale, qui est une promesse, là aussi, des gouvernements les uns après les autres. On en parlera dans un instant, et puis vous commenterez également la bande-son de l'actualité. À tout de suite, dans Les Grandes Gueules. RMC, Olivier Truchot et Les Grandes Gueules. Avec aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan, les voleurs de la République, enquête sur les parasites fiscaux chez Fayard. Alors moi je croyais qu'on luttait contre l'évasion fiscale. En fait vous dites, nous on paye de plus en plus d'impôts, ça les Français s'en rendent compte d'année en année, mais on pourrait payer moins d'impôts si on allait récupérer cette évasion fiscale, cet argent qui part ailleurs. Écoutez, j'ai enquêté avec un autre député communiste. Notre député qui est communiste. Oui, parce que ça c'était un scoop. C'était un scoop. Pendant 9 mois sur les paradis fiscaux au nom de la Commission des Affaires étrangères. Et j'ai écrit ce livre qui est préfacé d'ailleurs par lui, parce que on a découvert quelque chose que je ne savais pas. C'est que l'administration fiscale lutte très bien contre les tout petits fraudeurs. C'est un peu comme sur la route d'ailleurs. Si vous faites 1 km/h de plus, on vous tape. En revanche, le chauffard qui a plus de permis depuis 2 ans, il roule depuis sans contrôle. C'est exactement la même chose sur la grande fraude. Et on a découvert notamment les escroqueries à la TVA, qui sont le fruit de vrais criminels, de réseaux criminels, avec des sociétés écrans, des sociétés taxis, etc., qui détournent actuellement, et le chiffre est réel, 10 milliards d'euros par an en France. 10 milliards d'euros, c'est plus que ce que va rapporter l'augmentation de TVA au 1er janvier. Alors, j'ai écrit ce livre pour faire des propositions, bien sûr. Parce que nous avons été à l'étranger, nous avons vu, par exemple, qu'en Belgique, ils avaient réussi à supprimer cette fraude à la TVA, cette escroquerie à la TVA. Et si on le faisait, eh bien, on pourrait éviter la hausse de TVA au 1er janvier. Donc, il faut faire quoi alors? C'est une question de volonté politique? C'est une question de l'eau. Il faut changer certaines lois. Il faut beaucoup mieux contrôler certains secteurs. Il faut croiser des fichiers de la justice, de la police et du fisc. Il faut s'attaquer aux gros au lieu de s'attaquer aux petits. C'est tellement plus simple d'aller voir un artisan qui a eu un retard de 2 mois au lieu d'aller prendre des grands bonnets de la drogue. Donc, mais il y a les moyens puisque d'autres pays l'ont fait. La Belgique, l'Angleterre l'a très bien fait. Donc, ce que je propose, c'est dans ce livre, c'est un pacte de modération fiscale. C'est dire tout l'argent qu'on pourrait récupérer sur la grande fraude fiscale, on l'affecte à une baisse d'impôts ciblée. Et je propose, moi, parce que je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il faut diminuer les impôts sur les petites entreprises qui investissent en France. Et les ménages. Et je pense qu'il faut diminuer sur les familles. Bon, ça c'est mon choix politique, parce que je pense que ceux qui élèvent des enfants et déjà le quotient familial quand même. Oui, enfin le quotient familial, il est raboté de partout. Oui, il est raboté. Et vous savez très bien que ceux qui élèvent des enfants ont des coûts considérables aujourd'hui, des pertes de pouvoir d'achat. Et si on veut que nos retraites soient équilibrées, il faut quand même qu'il y ait une démographie. Bon, bref, qu'importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un pacte de modération fiscale. Et les Français accepteront de lutter contre la grande fraude et de participer à cette lutte, s'ils ont le sentiment que ça ne va pas alimenter le puits sans fond de la dépense publique. Et on peut le faire. Donc encore une fois, j'aimerais que le gouvernement comprenne qu'il y a de l'argent vraiment qu'on peut récupérer, au lieu de s'attaquer toujours aux mêmes. D'ailleurs, Monsieur Cazeneuve a mis 2 milliards de recettes supplémentaires au budget 2014 liées à la fraude. Mais il faut savoir que la seule escroquerie à la TVA, c'est 10 milliards.
Donc il y a de la marge. Beaucoup de marge. La bande-son de l'actualité, on commence par Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui avait été prise pour cible par une militante FN, candidate au municipal, qui depuis a été suspendue. Et Christiane Taubira s'est exprimée ce week-end. C'est bien le contenu de cette pensée mortifère et meurtrière, bien entendu. C'est les Noirs dans les branches des arbres, les Arabes à la mer, les homosexuels dans la Seine, les Juifs au four, et ainsi de suite. C'est quand même la pensée de ce parti. Donc le Front National n'a pas changé ? Écoutez, j'ai suffisamment dit les choses, c'est que Marine Le Pen a changé la vitrine du Front National et on ne peut que s'en réjouir. En revanche, l'arrière-boutique est souvent ou parfois glauque et c'est vrai que ce qu'a dit cette candidate est insupportable. Comme le fait que j'ai vu que M. Gollnisch allait au British Party en Angleterre, qui est un parti vraiment très extrémiste, mais en même temps la réaction de Madame Taubira est grotesque parce qu'elle est excessive dans l'autre sens. Elle a été visée, elle se bien sûr, mais de là à dire ce qu'elle a dit, c'est excessif et ridicule. Et en fait, cette polémique, elle montre bien où veut nous emmener l'état d'esprit ambiant. C'est-à-dire un Front National qui s'extrémiserait d'un côté, et de l'autre un Parti Socialiste qui n'a plus que ça pour se maintenir au pouvoir. Et moi, comme patriote, je développe comme gaulliste un esprit patriotique, apaisé, différent. Et on me demande souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui vous différencie du Front National ? Vous pourriez d'ailleurs travailler avec Marine Le Pen ? Ce que je dis, et je le répète sans cesse, ce qui me différencie du Front National, c'est que justement, je suis gaulliste patriotique, je veux relever la France dans un esprit de rassemblement. Florian Philippot, vice-président, il est gaulliste aussi, hein. Mais il va fleurir la tombe du général de Gaulle chaque année. Il suffit pas de fleurir la tombe du général de Gaulle et de laisser l'arrière-boutique dans un esprit comme cela. Il a suspendu la candidate, j'espère bien, c'est la moindre des choses. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la France a besoin d'être protégée, qu'il y a besoin d'une nouvelle politique. Mais n'enfermons pas les Français dans ce piège béant, d'un côté le système, de l'autre les extrêmes. Je repose ma question. Et c'est tout l'enjeu de ce que je fais depuis des années. Vous le savez, je pose ma question. C'est de proposer un patriotisme de rassemblement et d'apaisement. Je repose ma question. Est-ce que vous pourriez travailler avec Marine Le Pen ? Mais pas présidente d'un parti, pas présidente d'un parti qui aujourd'hui laisse comme candidat, comme président d'honneur Jean-Marie Le Pen, comme candidat dans les Alpes, dans le Sud-Est aux Européennes Jean-Marie Le Pen, et des candidats et un état d'esprit qui ne rassemblera pas les Français et qui fait le jeu du Parti Socialiste. On le voit très bien la manœuvre. Et justement, je veux sortir de ce piège parce qu'on peut être patriote. Et il y en a au Front National qui ne sont pas extrémistes, mais on peut être patriote sans tomber dans l'extrémisme. C'est fondamental. Et on sortira la France, j'insiste là-dessus, on sortira la France du pétrin si on arrive à construire cette voie. Patrice Evra, défenseur de l'équipe de France, qui a fait parler de lui ce week-end en s'en prenant aux consultants foot. On écoute. Michel Fernandel. Et lui, quand on lui a donné les clés du Paris Saint-Germain, à part sucer des supachoups et danser la Macarena au bord du terrain, je sais pas ce qu'il a fait. Comment il s'appelle, le Tournevis, là, Roland Tournevis, là? Lui aussi sur RMC, il fait que de parler. C'est eux, c'est ces personnes que j'ai citées. C'est pas le peuple français. Alors au-delà du fait qu'RMC c'est vraiment la radio du football, hein, puisque Evra ne cesse d'écouter Roland Courbis et Luis Fernandez. Est-ce que c'est un comportement, une fois de plus, qui dérape ? Il ne faut pas non plus tout lui mettre sur la tête. Autant j'étais très sévère sur les joueurs de l'équipe de France, autant là, bon... On en parle trop, voilà. Le problème, c'est qu'il y a trop de fric là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a trop de commentaires et qui jouent et qui nous fassent de beaux matchs, point. Et qu'on en parle moins. Dernière intervention, vous avez dit à l'instant que vous aviez quitté l'UMP il y a quelques années. Ça bouge à l'UMP, vous pourriez y revenir, notamment soutenir cet homme. Parce que le rôle de l'UMP aujourd'hui, ce n'est pas de casser la vaisselle, comme j'ai pu le lire, mais c'est de recoller les morceaux. Voilà, alors Fillon, qui casse sa vaisselle. Mais la question, pardonnez-moi, c'est pas de casser la vaisselle ou pas. On est dans la politique politicienne. Moi, je regarde les actes. La France va mal. Qu'est-ce qui vous différencie de Fillon ? C'est très simple, c'est que Fillon veut garder l'Union européenne telle qu'elle l'est, qui est une des causes majeures de notre effondrement. Parce que vous avez eu Sarkozy, qui avait de bonnes idées au départ, il n'a pas pu gouverner, tous les pouvoirs sont ailleurs. Il va revenir. Attendez, Hollande est arrivé, il a dit je vais réorienter la croissance. Il n'a rien pu faire puisque les décisions ne sont plus prises par le président de la République et le Parlement français. Si on veut résoudre les problèmes des Français, il faut d'abord reprendre le pouvoir sur l'Union européenne. Ça sera l'enjeu des élections européennes. Et une fois que les présidents de la République et les parlements français décideront de leurs frontières, de leur monnaie, de leur budget,
à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura des résultats et qu'il y aura à nouveau d'un débat politique. Donc mon désaccord avec Fillon, c'est qu'ils ne veulent pas changer le cadre de l'action politique qui fait mourir la France à petit feu parce que les hommes politiques font semblant d'agir. Moi, je veux pouvoir agir. C'est la grande différence avec eux. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Si vous voulez lire Les voleurs de la République, c'est chez Fayard. Enquête sur les parasites fiscaux. Merci, bonne journée à vous.